Ça suffit. Vous avez assez bouffé. Il y a tout de même des limites. Allez hop, remballez. On devrait créer des brigades esthétiques et interdire le port du survêtement en dehors de l'enceinte des stades. Français. Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. Je suis votre hôte, le seigneur Weber, et mes souffres-douleurs sont... Jeff Domenech, on the road again. Philippe, c'est bon. Je te fais un petit podcast, Michel. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Tandem sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes cinébodies. Alors, Batman a son Robin, Quichotte a son Panza et Mortez a son Rifto dans Tandem, 1987, réalisé par Patrice Lecomte. Mais avant que Philippe ne pitch et que Jeff ne relate la genèse, un bref rappel, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez Kinopod, en particulier la chaîne YouTube, où vous devez souscrire et liker les fantastiques vidéos de Romain Lenhoff. Chaque semaine, une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qui cogne là? Ça va pas, non? Vous savez combien ça vaut un micro comme ça? Et maintenant, Philippe nous résume, comme promis, le film en quelques mots, le fameux pitch, comme si nous étions un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages. Oh oui, vous êtes les messieurs de la radio, monsieur Mortez. Mortez, Michel Mortez est un présentateur radio, Non, je vois pas, c'est qui? Michel Mortez, la langue au chat. Quoi, le ringard de la radio? un peu ringard, un peu dépassé, un peu vieillissant, qui traîne dans la France profonde avec son chauffeur Rifto, qui est également son régisseur. Et ils vont de petite ville en petite ville, de trou en trou, Qu'est-ce que vous nous conseillez? Vous savez, il est 9h, tout est fermé. pour un jeu très ringard qui s'appelle... Marésien, est-ce que tout va bien? où il pose des questions au hasard, comme ça, historiques, culturelles, à des ploucs qui n'y connaissent rien et qui n'écoutent pas. En découvrant en 1882 le bacille de la tuberculose. Et il continue, lui est de plus en plus déprimé, le pauvre Mortez, de plus en plus bourré de médicaments. Et une fois qu'il est arrivé au bout de son rouleau, il n'est pas tout à fait au bout de son rouleau, puisqu'il apprend, c'est Rifto qui apprend que l'émission est annulée. L'émission est supprimée. Exit, Mortez. Et Rifto, qui aime beaucoup Mortez, sait que si l'émission est annulée, c'est Mortez aussi qui est annulé. Magnifique, très beau pitch. Tu as gagné le jeu, le quiz, Philippe, bravo. Alors, Une nouvelle rubrique spéciale dédicace pour le film dont nous allons parler aujourd'hui. On va faire un petit quiz et nous avons chacun préparé une question pour un champion. Et aujourd'hui, donc, l'âge avant la beauté. Et Philippe ouvre les festivités. Alors, la langue au chat. Et la question c'est, quel est le nom de l'hôtel où travaille le vieux barman sordide? plus que 5 secondes. Je le sais. L'hôtel des Trois du Grand Cerf. Bravo, C'est vrai? bravo. Waouh! Ah bah écoute, Jeff a gagné. Heureusement, moi j'aurais dit la pipe en bois ou... Ça m'a fait penser au Grand Bouc avec Rochefort dans Le Grand Cerf, ouais. Le grand bouc. Bah bravo, donc Jeff, tu as marqué 1 point et tu restes dans l'émission et tu nous racontes la genèse. C'est pas le jeu des 1000 francs, merde. Alors la genèse, on est dans la carrière de Patrice Lecomte, donc dans le courant des années 70, il a fait 2 comédies cultes, Les Bronzés font du ski, il avait fait Les WC étaient fermés de l'intérieur, et début des années 80, il écrit un film pour Michel Blanc et Gérard Lanvin, qui est Viens chez moi, j'habite chez une copine, Vous avez pas la télé, ça va être chiant pour le soir. qui finalement se fera avec Bernard Giraudot, parce que je vois déjà Philippe Morel avec ses gros yeux, parce que Lanvin avait signé pour le film d'Audiard et Lautner, Est-ce bien raisonnable. Et lorsqu'il préparait la post-prod du film, etc., il a commencé à écrire un film, justement, qui était l'histoire de Tandem, et qui s'appelait Chers amis, bonjour. Voilà. Au départ, il sait que ça va intéresser personne, parler d'un vieil animateur de télé et son
et son technicien. Donc il le prépare en fait pour la télé. J'irai voir Gauthier vendredi à Paris, j'ai des tas de propositions à lui faire. Le mieux, je crois, ce serait de faire ça à la télé. Il écrit ça pour la télé, il dit ça sera un téléfilm. Et en fait, personne n'en veut. Le premier comédien auquel il pense, c'est Roger Pierre, du fameux duo Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, qui adore le script. Et il va se rendre compte aussi que Roger Pierre n'est pas du tout bankable et que non, personne va vouloir de son script. Donc il va mettre ça de côté. Et un jour, Christian Fechner, qui était son fidèle producteur, avec qui il avait fait plusieurs films, il a fait une trilogie avec Michel Blanc, dont ce que j'ai dit, là vient chez moi, Jamil Kobin, Ma femme s'appelle Revient et Circuler, il n'y a rien à voir. Il le convoque dans son bureau, il lui dit est-ce que vous allez faire des comédies toute votre vie? C'est vrai, il avait fait que des comédies. Il dit ben non, je sais pas. Il fait, moi, je vous propose un grand film d'action et d'aventure. Est-ce que vous voulez le faire? Et c'est des spécialistes. Parce que j'aime bien rencontrer les gens pour qui je bosse. Alors, il m'a dit on va aller voir l'enculé en chef. J'ai sauté sur l'occasion, quoi. C'est normal. Qui est un carton en France, c'est-à-dire qu'il dépoussière un peu Belmondo et Delon. Et suite à ça, évidemment, quand tu fais un carton national, il fait plus de 5 millions d'entrées, ben, t'as un peu le choix du roi. Et là, il va ressortir sa carte tandem, comme on dit, et il rencontre un jeune producteur qui s'appelle Philippe Carcassonne, qui tient absolument à faire ce film. Mais lui aussi, il va se rendre compte que c'est très compliqué de produire un film pareil, parce que c'est pas très vendeur comme histoire. Et Philippe Carcassonne va faire appel à un autre producteur qui s'appelle René Kleitman, qui est quand même beaucoup plus installé, et il va réussir à trouver le financement. Quant au scénario du film, il avait fait une première version avec Martin Véron, vous savez, le gars qui écrivait les BD, qui avait fait quelques scénarios et quelques films. Mais il sent qu'il manque quelque chose, donc sans prévenir Martin Véron, et ça il le dit, il l'avoue, le comte, il fait « J'étais un enfoiré sur ce coup-là, j'ai pas prévenu Martin Véron, j'ai contacté Patrick Devolf, qui était un ami, mon assistant, et on a réécrit Tandem, on a réécrit le film. » Et au moment où j'ai eu le financement, je suis allé voir Martin Véron pour dire « Par contre, je l'ai aussi écrit avec quelqu'un d'autre. » Et le gars s'est fâché, et a fait comme Francis sur le Magnifique, il a retiré son nom du générique. Bon, pour d'autres raisons, évidemment, hein. Et sur le casting, donc, ça sera, bon, ça, il en parlera tout à l'heure, Philippe. Et donc, voilà comment c'est. C'est intéressant parce que il y a, en fait, tu sais, Philippe, il y a un truc qu'on appelle à Hollywood le blank check, le chèque en blanc. C'est un truc qu'on donne à un metteur en scène après avoir eu un gros succès. Tout d'un coup, il a le droit de faire son projet passion. Savez-vous combien d'auditeurs m'écoutent chaque jour? Plus de 3 millions. Ouais. Ça vous épate, ça, non? Et en fait, je savais pas, Jeff, c'est un peu ce qui s'est passé avec le conte, cette histoire, parce que on fait rarement des histoires de télévision au cinéma, en particulier en France. Tu as eu en Amérique, tu en as eu quelques-uns, tu sais, comme Network, bien sûr, fameusement. En France, moi, j'aime beaucoup Le Prix du danger, mais en général, on parle peu de ce monde de la radio ou de la télévision, qui est effectivement pas très box-office, a priori, si tu veux. Alors, Lucien Jeunesse, moi, j'ai fait une petite enquête, je connaissais pas bien, j'ai lu Lucien Jeunesse. Apparemment, le personnage de Mortez est inspiré de Lucien Jeunesse, qui avait le jeu des 1000 francs, c'est ça? Quel est l'auteur des paroles de cette romance bien connue? Philippe. Tout à fait. Oui, il a été mon stagiaire. Philippe, bien connu. Il était le stagiaire de Philippe. Ce que j'ai pas très bien compris, c'est que des types comme Lucien Jeunesse, et ça m'a passionné. C'est le débat que je voudrais ouvrir le débat aujourd'hui avec ça, parce que un type comme Lucien Jeunesse a été tout d'un coup une énorme star avec la radio et à travers toute la France. Et on dit que c'est une espèce de ringard, alors que je me rappelle à une époque que Depardieu racontait que un type comme Jean-Claude Bourré était plus connu que lui en province, ou tout d'un coup, Yves Montand était allé vers Drucker en lui disant « Attention, petit, que ça te monte pas à la tête !» Parce qu'il était plus connu que lui tout d'un coup en province et tout. Donc effectivement, ce sont des ringards, mais en même temps, ce sont des énormes stars qui arrivent tout d'un coup dans les endroits comme ça. Quand il arrivait dans une ville de province pour animer le jeu des 1000 francs, c'était quelqu'un. Et je pense que quand il rentrait à la maison de la radio à Paris, c'était plus personne. Il pouvait se trimballer à Paris les mains dans les poches, personne ne lui disait... Oui, il n'était pas embêté. Et il n'était pas embêté. Bien sûr, parce que c'est d'abord la radio avait une place hyper importante il y a 30-40 ans. Bonjour, je suis le réparateur. C'est le podcast. Les gens écoutaient religieusement et c'était une fête, quoi. Ils installaient des chaises devant un podium et ils allaient écouter la star. Ouais. Bon, après, ça s'est évidemment amenuisé, même à l'époque du film qui était à 87, je crois. Bon, c'était déjà plus comme ça. D'ailleurs, il n'y a que des vieux qui viennent regarder l'émission dans le film. Ouais. Il est 12h45, l'heure de retrouver en direct Michel Mortez et son jeu La Langue au chat. Aujourd'hui, La Langue au chat est à Brégan. Donc c'est déjà le bout du voyage, quoi. C'est la fin, quoi. Ouais.
Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, quand tu vois l'appartement de Mortez, à un moment, tu as vu qu'il n'y a aucun souvenir personnel. Il n'y a que des photos de Léon Zitrone, de Guy Lux, de lui jeune. Ouais. Alors, il y a pas Guy Lux, mais il y a Marcel Dalliot. Ouais, bien sûr. Et Marcel Dalliot était très. Ils ont pris des photos de Rochefort évidemment jeune, j'ai vu. Et j'ai bien observé, parce que sur le travelling, les photos sont un peu floues. Et je pense que c'est Marcel Dalliot qui est en photo avec Jean, qui était assis à côté. Et Dalliot, dont Jean Rochefort avait réalisé un court-métrage qui s'appelle T'es fou, Marcel. Wow. D'ailleurs, je dois filer le DVD à mon pote Edouard Baird, il me tanne depuis des années, j'ai oublié de lui donner. Et c'est l'errance de Marcel Dalliot dans le Paris de l'époque. Il rencontre Belmondo, justement, Jean-Pierre Mariel, il fait des bars, tout ça, les petits troquets parisiens. Et Dalliot était très, très ami avec Rochefort, donc je pense qu'il a voulu lui faire ce petit clin d'œil. Et il y a aussi une photo de Martine Carole, mais on y reviendra. Est-ce que c'est vrai que vous avez été l'amant de Martine Carole? Mais c'est vrai, c'est cette époque, tu parlais de Guy Lux, de Léon Zitrone, Interville, c'était des énormes stars qui allaient en province. Ça m'a fait penser, c'est un des films qui montre le mieux ce qu'est une tournée en province, en fait, ces hôtels, cette désolation, cette misère humaine et cette tristesse, parce que c'est un film qui est un petit peu comme Les Bronzés, un film italien, une comédie cruelle, noire. Ça fait penser au fanfaron, bien sûr. C'est ça. Tu as un peu le matamor et le suiveur derrière. Et t'as ce côté, moi, c'est pire que du cafard, ce film, c'est de la désespérance, tu vois. Mademoiselle, qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télé? Nous n'avons pas la télévision, monsieur. Alors là, je dis félicitations. Quand ils sont tous les deux dans leur chambre d'hôtel miteuse, à dormir dans la même chambre, à compter le moindre franc, etc., c'est à se flinguer. Mais vous, Michel, c'est une chambre d'hôtel, je vois pas le problème. Riveton, sors-moi de là, j'étouffe, je vais hurler. Ah Et en même temps, ouais, tu n'arrêtes pas de rire. Oui, puis en plus, c'est une histoire d'amour. C'est comme je disais, Sancho Panza et Don Quichotte. On pense à L'Habilleur de Ronald Hardwood, on pense à The Servant de Pinter, et surtout des échos un petit peu de Gloria Swanson et Eric von Stroheim, tu sais, parce que dans Sunset Boulevard, von Stroheim lave les sous-vêtements de Gloria Swanson. Dites, qu'est-ce qu'on fait? Celle-là, elle est morte, hein? Je la jette? Non, celle-là, tu la gardes, je l'aime beaucoup. Et là, et c'est un petit peu le cas, Junio qui repasse ou qui lave aussi les vêtements de Rochefort. Donc c'est une histoire d'amour, c'est une parabole sur le mariage, tu sais, pour le meilleur et pour le pire. Et ils sont là, c'est deux désespoirs qui s'entrechoquent et qui survivent à travers la nuit. Ouais. Whatever gets me through the night. Il y a des détails très étonnants, bon, on en reviendra là-dessus, mais sur les rapports entre eux. Alors c'est clair dès le début que Rifto, donc Junio, est en admiration, en dévotion devant Mortez. Par contre, il y a des petits plans, et là, je trouve que c'est très riche et ça ajoute beaucoup au film. C'est des tout petits plans sur Rochefort qui regarde en biais son chauffeur et tu vois la grande tendresse qu'il ressent pour lui, mais que jamais il n'avouera. Ouais. Ça, c'est très joli, je trouve, dans le film. Ouais, c'est beau. Quand tu parlais des personnages qui ont inspiré le personnage de Mortez, le comte a dit il y avait aussi un monsieur qui s'appelait Jean-Pierre Descombes, qui était co-animateur des Jeux de 20 heures. Bien sûr. Le siège est à Paris. Et lui, Descombes allait en province tous les jours. Et c'est exactement ce personnage-là. Il a dit comment vit ce personnage. Il est jamais chez lui, il est d'hôtel en hôtel. Il est de ville en ville tous les jours. Et il s'est posé la question sur ce fameux Jean-Pierre Descombes. Il avait pas excuse-moi, mais Jean-Pierre Descombes, il avait la coiffure un peu de Serge Lama. Il avait les cheveux longs. Oui, c'est ça, cheveux longs, petit brun, etc. Avec Maître Capello, c'était l'équipe, c'était l'agence touriste français, quoi, un peu. Exactement. Et le comte avait assisté un jour dans une salle polyvalente à une émission du Jeu des 1000 francs quand il était plus jeune. Et il dit c'était vraiment un public clairsemé. Il y avait quelques petits vieux devant. 1, 2, 3. Quelques petits jeunes au fond. Il me dit, j'ai vu ce monsieur, en parlant de Lucien Jeunesse, monter sur scène comme s'il rentrait à l'Olympia, quoi. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Comme s'il livrait le combat de sa vie, quel que soit le public clairsemé, il y a du monde, pas du monde, etc. Il m'a dit, c'est ce qui a lancé aussi l'idée de faire ce film, je pense. Voilà. Et puis surtout, il est filmé avec bienveillance, sans se moquer, tu vois, alors que ça pourrait être... une façon c'est très intéressant ce que tu dis là, Jeff, parce qu'il a la même tendresse que Tim Burton a pour Ed Wood et les monstres d'Ed Wood, si tu veux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement,
Et effectivement, on sent qu'il aime ses personnages, et c'est pour ça que ça en fait un film exceptionnel. Il se trouve que dans la vie, il m'arrive, je lutte contre ça, mais je dis plus rien. Dans la vie, il m'arrive d'être assez volontiers ironique, mais dans mes films, le moins possible. Et je trouve que Tandem n'est pas un film ironique ou méchant. Tu vois, par exemple, il y a une émission belge qui s'appelle Striptease que je n'aime pas du tout. Il y a un point de vue sur des gens petits ou pas très brillants. Il y a un point de vue qui est un point de vue hautain, un peu goguenard, du genre on est quand même supérieur à ces gens-là. Et moi, j'ai jamais aimé ça. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Je sais pas, en revoyant le film, je l'ai revu 2 fois cette semaine. Pendant le générique, c'est aussi un film sonore, Tandem, hein, on entend ces bruits sur la route, etc. On dirait un bruit de vague, la première voiture qui passe. Réécoutez. À l'occasion. On dirait la mer. Alors, puis bon, évidemment, on voit que ça. Et surtout, j'aime bien ce premier plan, là où il y a ce travelling qui est sur un petit terre-plein et qui va directement sur la route. Et notez que leur voiture est une Ford Granada, si jamais vous voulez l'acheter. Hein. Ce qui nous amène à Philippe, animateur podcasteur, qui nous parle des comédiens du film, dont un tandem extraordinaire, Jean et Gérard. Dites-moi, aubergiste, est-ce que le casino de votre délicieuse bourgade est ouvert en cette saison? Non, c'est fermé. Dommage. Jean et Gérard, ouais. Alors, ce qui est intéressant de ma réaction à moi, si tu veux, c'est que je ne suis pas un grand fan du cinéma français en général. Je ne suis pas un spécialiste du tout. Donc, par exemple, pour moi, Junio, ça représente pas grand-chose à part quelques comédies que j'ai vues. Alors, attends, excuse-moi, mais tu as vu Les Bronzés littéralement vendredi dernier, presque. J'ai vu Ouais, cette c'est année. fou. J'avais jamais vu Les Bronzés. Non. Voilà, donc c'est dingue. Je te jure. Je te jure. Moi, par contre, je fais une petite parenthèse pour Junio. Je trouve que c'est un mec qui a énormément bossé justement pour sortir de ce rôle de français moyen. Ouais. Et il a une carrière quand même assez balèze, Junio, surtout depuis je dis pas le contraire. Invité précédent de Kinopod et très très grand acteur, effectivement, et réalisateur qui peut faire le drame et la comédie, comme on va le voir. Donc je te dis, pour moi, Junio, c'était le papy fait de la résistance et des choses comme ça. Donc c'était un acteur comique avec un très fort potentiel comique, etc. Donc je le situais à peu près, si tu veux. Et là, tout d'un coup, je trouve que d'abord, le contre-emploi est énorme. Déjà, d'avoir changé physiquement à ce point-là, ça le métamorphose complètement. La perruque et la moustache rasée, c'est un autre acteur. Chez mes parents, dans le garage, au fond du jardin, il y avait le compteur à gaz. Quand j'étais petit, je passais des heures entières devant le cadran à regarder les chiffres tourner. Il a plus la même voix, il ne crie jamais. Enfin bon, il y a tout d'un coup une révélation dans le contre-emploi qui est fascinante. Et Rochefort, alors Rochefort, c'est son meilleur rôle, quoi. Et pourtant, Dieu sait qu'il en a eu des meilleurs rôles, mais là, c'est phénoménal ce qu'il fait. C'est Jules Berry, c'est ces grands acteurs des années 30, etc. Et ça le résume et ça le synthétise complètement, ce rôle. C'est-à-dire, il n'est pas ringard, il joue à être ringard jusqu'au moment où il devient ringard. Il y a tout un jeu comme ça, très compliqué psychologiquement à faire, et il finit dans le pathétique le plus complet. Mademoiselle, vous voyez offrir une magnifique bouteille de Château Malescar. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est une ruine humaine. Rifto. Mon petit Rifto. Oui, c'est cette caméra, madame, effectivement. Et je trouve que ce qu'il fait là-dedans, c'est juste admirable, quoi. C'est exceptionnel. Tu vois, quand tu le vois malade dès le début, il maintient ça pendant tout le film. Tu vois pendant tout le film qu'il n'est pas en bonne santé. Même avec des dizaines de seringues dans le cul, je continuerai à monter sur scène, il n'y a que ça qui compte. Ouais. C'est-à-dire quand il se fait faire ses piqûres de vitamines dans le cul, pendant tout le film, il se traîne ça. Tu vois, il est pâle, il est en sueur, il est pas en forme. Enfin, mais tu as raison, en plus, il y a un truc qui est étonnant, c'est qu'il a l'excentricité des acteurs français, des grands second rôles de l'entre-deux-guerres, tu sais, des Larquet, des Carrettes, mais en même temps, tout d'un coup, il peut se passer dans quelque chose de beaucoup plus retenu, de beaucoup plus émouvant, et tout d'un coup, il a la modernité d'un Pacino ou des acteurs des années 70 américains. C'est un type qui peut vraiment tout faire, quoi. Tu vois, par exemple, dans le gros plan, tu sais, quand on apprend, il fait croire qu'il a une maîtresse pendant tout le film à qui il téléphone depuis les cabines téléphoniques. Coucou, c'est moi. Oh, mon amour, ça me fait du bien de t'entendre. Oui, machin, il est comme ça exubérant avec elle, etc. Et tu apprends à la fin qu'elle n'existe pas. Oh non, merde. Que c'est un mytho et qui parle à l'horloge parlante. Michel! Allô, madame, Et le plan où il fait une syncope en parlant et qui se retrouve par terre sur le dos, tu sais, et c'est sidérant ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il n'a pas honte, il est figé en attente
de voir si l'autre va se foutre de sa gueule, va l'aider, va être compatissant. génial. C'est incroyable ce qu'il fait. Elle est très touchante. En plus, il essaye, et on voit, hein, il essaie de raccrocher il fait son malaise, il essaie de raccrocher c'est fou, ça. pour que Junio se rende pas compte du truc. Ouais. Et il fait une tête, comme il dit Philippe, il fait une tête figée, comme ça, Mais Jeff, Rochefort. ça m'a fait penser à Madame Colombo. Je me suis demandé si. Est-ce qu'elle existait? Voilà. Et j'ai vu une interview de Rochefort, justement, et il définissait son personnage comme un vieux Zazou extravagant, flambeur et fantasque. Voilà. Oui, Mais ça. c'est vrai que son cynisme et son extravagance, ça cache une certaine détresse. Tu vois, comme il dit Philippe, il a une santé chancelante. Et surtout, il reste dans le déni. Tu vois, il se rassure avec ses bains de foule à la fin de ses trucs. Même s'il sait au fond de lui que la fin est inéluctable, il le cache. Il le cache et il reste. Et je trouve, voilà, comme il dit, c'est une performance. Alors, cette année-là, c'est Boranger qui a eu le César pour Le Grand Chemin. Mais je pense qu'il aurait mérité tout autant. Ouais. Rochefort a un look extraordinaire parce qu'avec ses cheveux gominés noirs et cette petite moustache, c'est presque un méchant des années 30 ou 40 ou un Latin lover. C'est un personnage de cartoon. Il est incroyable. Et à propos de moustache, je voudrais juste terminer sur la moustache de Junio parce que c'est vrai que c'est un grand acte de courage pour un comédien de raser sa moustache. Surtout quand tu as une meilleure gueule avec une moustache. Par exemple, des gens comme Devers ou des gens comme Errol Flynn ou même Michel Blanc sont mieux avec des moustaches que sans moustache. Et Patrick Devers a rasé sa moustache pour Claude Sauté, pour Un mauvais fils, probablement parce que Yves Robert avait aussi une moustache. Et c'est ce qui s'est passé dans le film, probablement celui-ci film aussi, qui est que Rochefort avait une moustache. Et tu vas pas demander à Rochefort de raser sa moustache, donc Junio devait raser sa moustache. Mais cette étrange perruque, quand même, de coupe en brosse, est un petit peu, parfois, je dois dire, distrayante, parce que on voit que ce sont quand même des faux cheveux, non? Ouais, mais moi, je trouve du fait qu'il perd 15 ans, c'est-à-dire facile. Hein. Ouais. Junio, jeune, il faisait vieux. Et là, il a je sais pas quel âge, il doit avoir 35 ans là-dedans. Et d'avoir mis des cheveux et enlevé la moustache, il a l'air d'en avoir 22, 23. Tu vois, et c'est incroyable de voir cet acteur qui se recrée. Ouais, tu vois, il se recrée devant nous. Ouais. Et tu peux pas dire, t'as pas de référence de ce Junio-là. Tu le connais pas. Vous terminez votre service à quelle heure? 9h30. Les scènes avec Julie Jézéquel, les scènes avec le petit garçon dans l'hôtel, c'est un acteur que tu ne connaissais pas. Et c'est très intéressant de voir, avec quelques artifices physiques, comment tu peux arriver à te recomposer complètement. À quelle heure ils vont rentrer, les enfoirés de parents? Il y a beaucoup de douceur dans son personnage, chose qu'il pouvait pas faire avec sa moustache qui lui barrait le visage. Et lorsque le comte lui a proposé déjà de raser sa moustache, c'était pas évident pour lui. Alors, comme l'a dit tout à l'heure Jean, Michel Blanc l'avait fait 1 an auparavant pour Tenue de soirée. D'autant plus que je croyais que vous étiez pédé à cause de votre film de Travelo, là. Comment c'était déjà? Putain de film. Qui est un peu l'alter ego, hein, Blanc Junio. Et lorsqu'il est devant le miroir avec la dame qui s'occupe du postiche, donc il a plus de moustache, il se fait poser le postiche, et le comte lui dit tu vas mettre des lunettes aussi. C'est des petites lunettes rondes. Ouais. Et là, Junio réfléchit, il dit à le comte, bah, écoute, j'ai plus de moustache, j'ai des cheveux, j'ai des lunettes rondes, tu veux pas le jouer à ma place, le rôle? C'est drôle. Ouais. J'adore ça, le mimétisme des acteurs avec les metteurs en scène. Et tu sais, la séquence quand il sort du supermarché à la fin du film, lorsqu'il va lui montrer sa nouvelle Mercedes, c'est une des premières séquences qu'ils ont tournées, et Rochefort était tout en gestuelle. Non. C'est à vous, ça? Dans le film. Et c'est très drôle, l'anecdote est racontée par le comte, parce qu'il lui parle d'un mec qui vendait des caravanes, etc. Et lorsque Rochefort parle, il fait des gestes comme ça tout le long du film, hein, si je ne sais pas si vous avez remarqué, etc. Et Junio, il est un peu surpris. Bon, lui, il vient de l'école du café-théâtre, etc. Et il dit, mais Jean, vous allez jouer toutes vos scènes comme ça, en bougeant. Et là, Rochefort lui dit, t'inquiète pas, Coco, c'est bossé. D'ailleurs, dans cette scène, si tu te souviens, Junio limite. Oui, limite comme ça, sans parler. Ouais. C'est très drôle. Et c'est vrai qu'il fait Sancho Panza à côté, là. Il y a une alchimie extraordinaire entre les deux. Il y a plein de merveilleux second rôles. Tu parlais de Julie Jézéquiel. T'as vraiment une drôle d'idée, toi. C'est pas toi qui voulais qu'on se parle? Si. Je l'ai contactée. Elle est adorable. Elle vit dans le Périgord et elle sera dans mon prochain doc, Belmondo, Regard de femme. Ah, formidable. C'est Ruti. Jacques Léventreur s'appelait Mordoc. Pierrot le Fou, Loutrel.
On assassine tous sous des faux noms pour pas gêner nos familles. Pour continuer pour les acteurs, je voulais parler bien sûr de Jean-Claude Dreyfus. Attention, monsieur Mortez, vous n'avez que 30 secondes. Qui est la scène la plus insoutenable du film. C'est une scène complètement stressante où il invite à dîner le pauvre Rochefort, déjà pas très en bonne forme, et il l'assaille de questions ringardes, épouvantables, il lui gâche son dîner. Réfléchissez bien avant de répondre, monsieur Mortez. Et Dreyfus est hallucinant, quoi. Jean-Claude Dreyfus a joué une actrice un jour, tu sais laquelle? Non. Sarah Bernard dans Fitzcarraldo. Waouh. Dans le film de d'Herzog Bernard Herzog, oui, c'est Dreyfus qui joue Sarah Bernard. Ouais. Ah bon. Je raconterai une anecdote sur lui quand on fera le prix du danger. Ah oui, j'ai hâte de faire le prix du danger. Alors, on a une musique qui est cette chanson extraordinaire, Richard Cocciante, Il mio refugio. C'est écrit par François Bernem. Et c'est vraiment ça berce le film, ça donne ce côté justement comédie italienne. Ça m'a rappelé les Nouveaux Monstres, tu sais, avec Ti Amo, avec le sketch. Ça donne ce côté tragique-comédie et c'est absolument sublime. C'est un reflet parfait du film. Et il y a une scène qui est splendide, quoi, avec les mouettes sur la décharge, tu sais, on voit Rochefort devenu fou, qui marche dans une décharge avec des milliers de mouettes sur la musique de Cocciante. C'est complètement incroyable, cette scène. Savoir que cette décharge était du côté de Marseille, vers Saint-Martin-de-Crau. Elle a été fermée après 100 ans, en 2010. On va revenir sur la musique. En fait, le compositeur avait écrit cette chanson en 1976. François Bernet. Et c'était un chanteur de variété, ce François Bernet. Je l'ai bien connu. Il faisait des 45 tours, tu sais, comme à l'époque, dans les années 70, etc. Et il avait écrit une chanson qui s'appelait Le Refuge, qui est la mélodie d'Il mio refugio, avec des paroles en français. C'est ça. Et lorsqu'il a été sollicité, il a récupéré cette musique. Le comte l'a dit, j'aimerais bien avoir un chanteur italien, style Eros Ramazzotti, Cocciante ou quoi. Il a dit, je connais Richard Cocciante, j'ai le contact. Et voilà, et puis Cocciante a enregistré ça en studio et la deuxième prise était la bonne, quoi. Et je trouve que cette chanson est le troisième acteur du film. C'est impressionnant. Moi, je sais, lorsque je suis sorti de la séance, c'est en 87, je suis allé à la Fnac acheter le 45 tours. Est-ce que vous savez que c'est pas une chanson d'amour d'un homme avec une femme? J'ai un peu regardé les paroles parce que j'ai des notions d'italien. En fait, si j'ai bien compris, c'est un papa qui va chercher son fils à l'école et qui lui parle. Il lui dit, mon refuge, c'est toi. C'est beau. Ouais. Je croyais que c'était une chanson d'amour entre deux vieux messieurs, Michel et le barman. Je te fais une petite pipe, Michel. Une petite... Alors, le barman. Parlons du barman, puisqu'on parle du casting. S'il vous plaît. Attends, moi j'ai cru... Philippe, avant que tu parles du barman, je voudrais poser ma question de quiz et Jeff posera sa question en fin d'émission. Ah, la langue au chat. Attention, monsieur Mortez, vous n'avez que 30 secondes. Philippe, Jeff, depuis le début de l'émission, combien de films Patrice Lecomte a-t-il réalisé? Et maintenant, une question un petit peu plus difficile. Non, il a arrêté. La vraie question, c'est combien de films Patrice Lecomte a-t-il réalisé? Oui, alors est-ce que tu comptes les films collectifs ou non? Ou c'est que ces longs métrages? Voilà, que ces longs métrages. Top, le temps est écoulé. Vous donnez votre langue au chat. 29. Philippe? S'il le dit, c'est que ça doit être ça. Non, j'en sais rien du tout, moi. J'aurais dit 17. 36. 36. Ah non, tu te trompes là. Ah bon? Ah oui. Wikipédia m'aurait fait défaut? Écoute, je vais te dire, non, c'est ça. Non, franchement, je sais, puisque tu m'as demandé de préparer Patrice Lecomte, donc je m'en suis bien. Ah c'est simple, les WC. Non, les WC, les bronzés. En fait, tu couperas si c'est trop long. Attends, non, mais tu vas faire les 36 là? T'es en train de... il y a 1000 francs. Il y a 1000 francs. Ça vaut le coup que l'émission dure 2 heures, alors vas-y. Il y a 1000 francs, c'est déjà des 1000 francs. Les WC sont tombés à l'intérieur. Les bronzés 1, les bronzés 2, d'accord? Je vais me servir à boire. Viens chez moi. Philippe, tu comptes, hein?
Viens chez moi, j'habite chez une copine. Ma femme s'appelle Revient. Circuler, il n'y a rien à voir. Les spécialistes. Tandem. Monsieur Hir. Le mari de la coiffeuse. On est à 10 déjà. Tango. Parfum d'Yvonne. Ridicule. Les Grands Ducs. Une chance sur deux. La fille sur le pont. Une heure de tranquillité. La veuve de Saint-Pierre. Félix et Lola. Rue des Plaisirs. 20. L'homme du train. Confidence trop intime. Les bronzés 3. Mon meilleur ami. La guerre des Miss. Voir la mer. Le magasin des Siciles. Une promesse. Et Maigret. On est à 29. Ça y est, t'as 29 alors. Philippe, tu es témoin ou non? Parce que j'ai cité. Oui. Philippe, est-ce que tu peux répéter tous les titres depuis le début? On en est où, là? Non, il a fait 29 films, j'en suis sûr. Donc, trop de films. Grand metteur en scène, trop de films. Donc j'ai gagné 1000 francs encore. Hein. Ouais, des films merveilleux, tu as gagné. Bravo, Jeff. Des films merveilleux comme Monsieur Hir, un remake de Panique de Julien Duvivier, des films merveilleux comme Ridicule, une espèce de Barry Lyndon français, enfin, sous Barry Lyndon. Donc, c'est un type qui a énormément de talent, mais qui a fait trop de films, non? Jusqu'à 2022, le dernier, Maigret. Passons au barman, parce que c'est quand même l'attraction numéro 1 du film. C'est vrai. Il faut resituer. C'est Jean Rochefort qui rentre très tard, genre 3 heures du matin à l'hôtel minable où il est descendu. Et comme il a peur d'être tout seul dans sa chambre, il va au bar. Excusez-moi, il est tard. Voyons, je suis là pour ça. Et le bar de l'hôtel est encore plus minable que l'hôtel. Et il y a un vieux barman endormi sur un fauteuil, très vieux, très pas propre. On voit bien qu'il est insalubre. Et Rochefort le réveille pour qu'il lui serve un cognac. Et le mec, comme il est gentil, il invite aussi le barman. Et là, le barman boit trop et il commence à délirer, à s'emporter sur la guerre, le machin, on n'était pas des lopettes, etc. Donc le mec est dans un état épouvantable. Et les Dardanelles! C'était pas pour les Mauviennes, ça, les Dardanelles. Et quand ça vous éclate en plein bide, vous avez intérêt à serrer les dents. Je te passe la fin, mais cette scène c'est une capsule quoi, à l'intérieur du film qui est hallucinante et qui finit sur un point d'orgue dément. Et moi, les premières fois que je voyais le film, je me disais, c'est pas possible de jouer comme ça, c'est-à-dire à ce point d'être vrai, d'être véridique. Je me suis dit, ils ont dû trouver un mec sur le tournage, pendant le tournage, et lui dire, ça vous intéresse pas de venir faire un essai et tout. Je n'avais même pas idée que c'est un acteur, quoi. Un local, ouais. Il est trop vrai, quoi. Mais moi, je suis un vrai brave, monsieur Mortez. Un dur de dur. Baïonnette au canon, un coup dans le cul, un coup dans le fion. Et en réalité, par curiosité, je cherchais, il s'appelle Gabriel Gobin, et c'est un acteur belge, et il a tourné 160 films, donc c'est un vieux de la vieille. C'est le Danny Trejo belge. Exactement. Il a débuté dans les années 40, j'imagine, 50, je sais pas, et il a fait beaucoup de films, et beaucoup drôle, mais moi, c'est la première fois que je le remarque, et il est juste fulgurant dans le film de sordide. C'est-à-dire qu'il incroyable. Il faut savoir que l'anecdote de la petite pipe, elle a vraiment existé. Alors, pas pour Rochefort, hein, mais c'est arrivé à un comédien de théâtre qui était en tournée. Et puis jamais quand il parle des Dardanelles. Et puis les Dardanelles, c'était pas fait pour les mauviettes. Alors Philippe, les Dardanelles, c'était en 1915 à 1916, la bataille des Dardanelles. Est-ce que tu peux nous en parler, toi qui étais sur place? C'est encore trop, c'est trop douloureux dans sa mémoire. J'ai négocié le traité de paix et effectivement, c'est un souvenir très douloureux. Et cette séquence intervient juste après une très très belle séquence où justement c'est un parallèle ce soir-là. Ils sortent tous les deux chacun de leur côté. Junio va fricoter avec Julie Jézéquel. Tu veux que je t'aide à ranger? Laisse tomber le désordre, occupe-toi de moi. Tu feras le ménage après. Et c'est là où Rochefort lui est invité à ce fameux dîner de cons. Mais bon, dîner de cons, les cons sont tout autour de la table. Hein. C'est le seul mec à peu près. Et cette dame là, qui est libraire, qui le ramène dans le plus bel hôtel de la ville. Oui, je suis descendu là, mais c'est tellement pathétique. Vous allez rire. Ça m'étonnerait. Je me suis trompé d'hôtel. J'ai eu cette scène-là avec Marielle à Cannes. C'était très drôle d'ailleurs. On était avec Jean-Paul, on s'était marré. Et lorsqu'il discute avec cette dame qui le prend un peu de haut, puis vous êtes quand même brillant, intelligent, vous avez pas mal de faire une émission de merde. Et là, lui qui était assez tendre, assez dit, il y a peut-être une opportunité avec cette femme, il va se raidir complètement, il va faire un blocage avec cette femme, il va franchement l'envoyer chier parce qu'elle lui dit, vous valez mieux que votre vie de saltimbanque ridicule. Et il fait, mais cette émission, je l'ai créée, j'ai 3 millions d'auditeurs tous les jours, alors retournez dans votre librairie et mettez des notes à vos livres et ne vous apitoyez pas sur moi.
la façon dont il dit ça, tu vois. Et elle lui dit, pourquoi vous me dites ça? Et là, Rochefort lui dit, parce que je suis fatigué, mademoiselle. Wow, mais il est juste exceptionnel. Je suis désolée, je voulais pas vous faire de mal. Eh bien, c'est fait. Ouais, c'est beau. C'est pour ça, vraiment, le film, il est... Chaque scène, tu vois, il n'y a pas une scène en trop dans ce film, c'est vraiment le... Lucien Jeunesse déteste le film. C'est drôle, ça m'a fait penser, tu sais, Jeff, il paraît que Michel Drucker, Jacques Martin avaient détesté Le Prix du danger parce qu'ils s'étaient tous reconnus dans Michel Piccoli. Et ça, c'est très drôle parce qu'en fait, c'est prémoniteur de TF1 avant TF1. C'est pour ça que je voudrais le faire un jour avec toi, Jeff. Mais donc, effectivement, il déteste le film et on se rend compte que c'est un film qui est très noir quand même sur la. Et donc, ils ont une histoire d'amour en fait, ce barman et Mortez, puisque c'est pas la première fois qu'il lui propose une pipe. C'est quelque chose qui est déjà arrivé avant. Et surtout la façon dont il est surpris, Rochefort, parce qu'il est filmé de dos. Ouais. Quand tu proposes, il est interloqué et il se retourne comme ça. Et c'est pathétique. Franchement, c'est bouleversant et pathétique à la fois. Et la façon dont il dit non, non, merci, non. Alors, du style, non, pas ce soir, tu vois. Mais j'avais jamais vu ça dans un film. Cette espèce de gérontophilie, cette histoire d'amour entre deux vieux messieurs, ça sort de nulle part. C'est aussi choquant tout d'un coup que la tête du cheval dans Le Parrain ou la douche dans Psychose, tu vois. La première fois que j'avais vu la scène, je me souviens très bien, j'avais vu la réaction de Rochefort. En voyant la scène, je me dis, mais il a pas dit ça. Il a pas dit une pipe, tu vois. Jean, on va voir si tu connais bien la filmographie de ton papa. Waouh. Il y a un gag dans le film. Et c'est le même gag qui est dans Les Fugitifs, qui est sorti la même année, donc ils n'ont pas pu se copier, hein, Le Comte et Francis. Il y a un gag dans le film. Merde. Qu'on revoit dans Les Fugitifs. Non, tu vois pas? Non, non. C'est quand Rochefort se coince les cheveux dans la vitre électrique. Mais baisse ta vitre, tu m'as coincé les cheveux. Ah, c'est extraordinaire, ça. Ben, c'est à la fin, là. Parce qu'il a la Merco, vitre électrique. Non, dans la BX. Avec la perruque dans Les Fugitifs. La perruque de Pierre Richard. Ouais, le Rochefort aussi, il a les cheveux coincés. Alors, comme les films sont sortis les deux en 87, je pense pas qu'il y ait un qui est coupé sur Ça fait penser aussi aux cheveux de Cameron Diaz dans Marie à tout prix. Pour d'autres raisons, ouais. Pour d'autres raisons. Pipe, Michel. On parlait de l'appartement de... Alors, il y a très peu de faux raccords dans le film. Quand on visite l'appartement de Rochefort, tu vois, qui est assez bizarre, un peu fantomatique, et il dit, tu viens me chercher à 6h du matin, et lorsque Junio rentre dans l'appartement, il est 8h15 à l'horloge. Monsieur le comte, faites attention la prochaine fois, s'il vous plaît. C'est le truc de Jeff, ça, c'est les goofs, comme on dit sur IMDb Trivia, tu sais. Junio, parlons un petit peu encore de Junio, il est extraordinaire. Moi, il m'a fait penser à une espèce de Ned Beatty. C'est une espèce de rondeur qui est un très grand acteur et qui peut à la fois faire des seconds rôles et des leads. C'est rare quand même d'avoir un personnage comme celui-là dans le cinéma français. Et il est ce qu'il absolument faut aussi, merveilleux. c'est que le contre-emploi, il est complet, pas seulement physiquement, parce que Junio, il est connu, si je ne m'abuse, pour un emploi très agressif, très gueulard, très médiocre comme personnage. Ouais. Et là, je trouve que la métamorphose, elle est insensée, parce que c'est au contraire, c'est un être doux, généreux, soumis. Oui, mais Philippe, dans les premières scènes, il crie au début, et c'est extraordinaire, parce que c'est comme s'il s'en débarrassait en début de film, pour après endosser ce nouveau personnage, cette nouvelle identité. Mais Avec Junio qui crie, c'est comme quand Pacino danse. J'ai calculé. J'ai un trou de 33 000 balles. Comment je vais justifier ça, moi? Allez-y, mollo, Michel. Allez-y, mollo. C'est-à-dire on attend le moment où Junio va se mettre à crier. C'est quand même un des grands crieurs du cinéma. C'est justement, c'est extraordinaire quand il crie Junio. C'est autre chose. Ta marque de fabrique. Tu Voilà. sais que lorsque le comte a proposé le film à Rochefort, alors ça avait été un clash complet 10 ans auparavant sur les WC. J'en avais parlé souvent avec Jean, parce que c'était un film vraiment qu'il aimait énormément dans sa carrière, qui a quand même relancé sa fin de carrière, parce que au début du générique, c'est Junio qui est cité. Hein. C'est le nom de Junio qui apparaît en premier. Hein. C'était lui la vedette. Et Rochefort était quand même un peu sur la vague descendante, malheureusement. Même si ça restait un immense acteur, mais il n'avait pas fait des bons shows. Peut-être qu'on n'écrivait pas les bons rôles. Et il est surpris que Lecomte veuille retravailler avec lui, parce qu'il y avait mis la mort à Patrice Lecomte. Il l'a reconnu, il n'a pas été gentil avec lui.
Et le comte était vraiment tétanisé, c'est son premier film, hein. Et ça s'est très très mal passé. Et lorsqu'il lui fait passer le scénario, Rochefort l'appelle, il dit mais Patrice, j'apprends que tu veux retravailler avec moi, t'es devenu fou. Il fait non, j'aimerais bien que vous lisiez le scénario, Jean. Et il le lit, le lendemain il l'appelle et lui dit Patrice, je t'interdis de faire ce film sans moi. Génial. Donc c'était parti pour lui dire. C'est beau qu'ils se soient retrouvés. Après s'être raté une première fois, c'est beau qu'ils se soient retrouvés quand même. Ils avaient rendez-vous, quoi. Je suis un seigneur, moi. Le seigneur Mortez. Le seigneur Mortez est de retour. Tiens, changez-moi ça, jeune homme. Le seigneur Mortez n'attend pas. Rochefort est beau dans le film. Il a presque quelque chose d'un Sutherland aussi, tu sais. C'est une espèce d'ambiguïté et de charme qu'on retrouve aussi. C'est des gens comme Kevin Kline. C'est un très très grand acteur. Mais il y a cette espèce de ringardise profonde, tu sais, les moments où il rit, quand il dit « ça fait 20 ans que je fais cette émission, que dis-je 20 ans 25 ?» Tu vois, et c'est toujours la même vanne et c'est toujours pitoyable. Je suis pas comme ces acteurs de théâtre, moi, qui disent toujours les mêmes répliques sur la même scène, devant les mêmes partenaires tous les soirs. Ah non, pas du tout, moi. Chaque jour, c'est différent. Et c'est fantastique de faire ça avec un tel panache, tu vois, alors que c'est épouvantable, ces vannes. Extraordinaire, ce sourire qui se dessine sur son visage et qui disparaît, tu sais, c'est une espèce de renard de dessin animé. Et surtout, il prend vraiment au sérieux son émission. Je crois la première qu'il fait, où il y a le candidat qui est face à une femme, je crois que c'est un Marésienne. Il y a le candidat râleur, tu sais, qui répond pas à sa question, mais qui connaît la réponse de la question de la bonne femme. Ah bah évidemment, ça c'est facile, tout le monde connaît Louis-Joseph Gay-Lussac. Monsieur, ce n'était pas à vous répondre, vous n'aviez pas... Et à la fin de l'émission, Mortez donc va serrer la main de la candidate, et le pauvre candidat qui a râlé, il lui tend la main, et Rochefort, il le calcule pas. Il passe à côté de lui, il ne sert pas la main. J'adore cette... Je la connaissais, moi, la réponse pour les chutes Victoria. Et tout le monde la connaissait, vous avez eu un trou, allez, au revoir. Mais c'est tellement drôle quand il va, tu sais, dans ces salles des fêtes, ces salles polyvalentes, il est reçu par les notables et tout. Et moi, il y a beaucoup de scènes que j'ai vécues avec Jean-Paul, parce que quand tu es avec une star comme Belmondo, et tu arrives en province dans les villes, c'est l'événement, tu vois. Bien sûr. Surtout personnel. Et donc, à un moment donné, je me suis revu avec Jean-Paul quand on était en bagnole, etc. C'était vraiment très drôle. Et cette séquence où il pique les mignardises, tu sais, pour que Junot il puisse manger. C'est pas pour dire qu'ils n'ont pas une thune, tu vois, mais il faut faire des économies. Tu sais, sur ça les m'a fait champs, penser à Dustin Hoffman dans Macadam Cowboy, Ratso qui vole de la nourriture à la soirée, tu sais. C'est les mêmes personnages. Et ils tous comme Ratso d'ailleurs. C'est-à-dire que la mort rôde, tu sais, elle est toujours présente. Et c'est ça qui est fantastique. Il y a un détail qui est fabuleux dans le dialogue. Tu sais, à un moment, je crois que c'est avec Junio, ils déconnent tous les deux sur le nom Mortez. Ah oui, parce qu'ils s'aperçoivent qu'il ne s'appelle pas vraiment Mortez, mais Morto. Tu sais, et Miguel Morto. À l'époque, c'était la mode des noms exotiques. Et Junio lui dit, vous auriez pu vous appeler Miguel Mortez, c'était encore mieux. Et le lendemain, quand il se présente au notable, il arrive, il fait bonjour, Michel Mortez. Il se trompe, Voilà, je suis Michel Mortez de la radio. C'est pas notable, c'est quand il est sur l'aire d'autoroute, qu'il va voir Gwen Marlon qui pique-nique, il va lui demander de rôle sur l'émission. Bonjour, Gwen Miguel Marlon. Ça, c'est vraiment les années 80, ça aussi. C'est la danse. Tu dis Jed, toi? Ouais, pardon? Tu dis Jed? Ouais, toi, tu dis Ged, moi, je dis Jed. Tu dis pas Jad Elmaleh? Non, c'est vrai. Non, mais si c'est GED, c'est Jed. Jed Marlon. Oui, Jed, ouais. La relation de Junio et Rochefort m'a fait penser aussi un peu à Renfield et Dracula. Tu sais, le familier qui s'occupe. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. D'ailleurs, il y a une séquence que j'aime beaucoup, c'est quand le comte filme un bouquet de fleurs chez des œillets. Tu vois la main de Rochefort qui coupe le yékimi. On dirait qu'il a une cape et il va sortir en ville, tu sais, de nuit. C'est un vampire, il sort la nuit pour aller rôder dans les troquets, dans les casinos. C'est un film sur l'addiction, sur le gambling, sur le jeu d'abord, qui est une des plus grosses addictions, sur l'alcool, et puis c'est un film sur le mariage. Vraiment, effectivement, ils sont addicts l'un à l'autre. Il y a une toxicité dans leur relation, mais en même temps, ils peuvent pas se passer l'un de l'autre. Et puis, vous voyez, j'ai tellement d'images qui me reviennent. Cette scène au début où le mec, carrément, il fait un tête à queue sur l'autoroute, -2, il tue sa famille, et il reconnaît au Mortez, vite, une photo! C'est-à-dire, le mec, il a failli tuer. Et le sourire de façade que fait Rochefort, il a une tête assez blême. Monsieur, ne bougez plus, vous allez être flou, là. Bien. Souriez. Il sourit juste pour la photo, et il revient un peu à la
C'est ça dont je parlais. Mortez, il a vraiment un côté mort-vivant dans le film. T'as vu, il est livide. Il est livide. Il a le regard mort. Un vampire. Je dis, c'est un vampire de nuit, ouais. Mais il prend des amphétamines, d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il est addict au speed, Je non? crois, ouais. Ouais, c'est ce qui se prend dans la piqûre. Là. Ah, c'est ça. Ah, c'est absolument incroyable. Il a un look fantastique. Tu as vu cette espèce de manteau avec ce col de fourrure. C'est vraiment génial. Quoi. Ses cheveux teints et sa moustache teinte qu'il n'a plus à la fin du film. Julien Jeunesse avait dit « J'ai jamais été habillé de façon aussi ridicule ». Il n'avait pas voulu adresser la parole à Rochefort. Il s'était revu. Et vraiment, il avait très, très mal vécu ce film, Lucien Jeunesse. Ah, c'est fou. Mais il y a un côté très homo-érotique quand il danse avec Junio. Tu sais, quand il veut danser avec lui, on sent effectivement quand même que c'est un monde d'hommes. T'es pas marrant. C'est insensé, on est tout le temps ensemble et pourtant on ne se connaît pas. Il n'a pas de femme, donc il n'a pas de femme, il l'a inventé, sa fiancée. Ouais. On ne sait pas ce qu'il est sexuellement, s'il existe déjà, s'il est sexué ou pas. Il est tellement obsédé par son émission, obsédé par lui-même, son apparence et tout. On ne sait pas du tout ce qu'il est. Il vit dans ses souvenirs, hein, parce que tu vois son appartement, comment il est, avec toutes ces photos noir et blanc là, dont on a parlé, Léon Zitrone. Et j'aime bien quand Junio... Et je pense que Junio est admiratif de Mortez, parce que j'imagine que Junio, quand il était gamin, ses parents écoutaient ses émissions. Oui, sûrement. D'avoir la fierté je pense, hein, je l'imagine comme ça, d'avoir la fierté de dire, putain, je travaille pour le mec qui était l'idole de mes parents. Et il y a un regard admiratif, cette scène magnifique où Junio sait que l'émission est arrêtée. Il crée une fausse émission, sans rien dire évidemment à Rochefort, et sauf que Rochefort est au courant. Il dit, qu'est-ce que tu branles, mon petit Risto, tu crois pas que je... Il fait, c'est pas grave, ton émission, on va la faire quand même. Ne t'en fais pas, tu te seras pas donné tout ce mal pour rien. On va la faire, ton émission. Et regardez le regard de Junio dans cette séquence, parce qu'il est en train de voir Rochefort qui fait une mission dans le vide, en fait, toute l'admiration qu'il a pour lui. C'est-à-dire, putain, le mec, quand même, il n'y avait pas d'émission, il le fait. Et ce que filme le conte dans le regard de Junio, c'est juste exceptionnel, quoi. C'est impressionnant, ouais. Mais tu sais, quand tu parlais de Quichotte et Sancho Panza, Rochefort a fini par jouer Don Quichotte, même si le film s'est arrêté. Bien sûr. Il y avait un côté Don Quichotte, Sancho Panza dans Tandem qui est absolument évident. Bien sûr. C'est-à-dire, il chasse des moulins à vent, Mortez. Ses moulins à vent, c'est son passé, c'est son succès. Ouais, c'est ça. Ouais. Michel Mortez, de la radio. À un moment donné, quand il rentre dans un des hôtels, il y a un jeune réceptionniste c'est un garçon qui aura une vingtaine d'années. C'est le fils de Jean Rochefort. Ah oui. Ouais. Ah ouais. C'est Julien Rochefort. Et c'est là qu'il rouvre la chambre et qu'il fait une crise de panique. Rochefort, il en a marre de voir toujours les mêmes chambres, etc. Mais tu parlais de ces scènes d'autoroute, effectivement, ça m'a fait penser aussi à Blier, tu sais, quand ils sont quand dans les valseuses, tu as ces scènes sur la route aussi, et c'est les vrais road movies français, quoi, qui peuvent rivaliser avec Thunderbolt, le canardeur, tout d'un coup, des films américains, tu vois. Ou Il y a Little une Miss scène Sunshine. quand Rochefort invite Junio à danser, tu sais, ils sont dans cette salle des fêtes polyvalente, là, avec des serpentins, il y a trois pauvres âmes qui sont en train de danser, et il passe encore la chanson de Cochiante, et il lui propose de danser avec lui, parce qu'il y a deux femmes qui dansent ensemble, deux blondes, et Junio, il n'ose pas, et il dit une très belle phrase, Rochefort, il fait, c'est insensé, on est tout le temps ensemble, mais on se connaît pas. Ouais, et ça fait vraiment vieux couple, alors... sans sexe, quoi, tu vois, mais il y a beaucoup d'amour et d'admiration. Et ici, Rochefort, que sans lui, il ne pourra pas avancer. Il a besoin de Junio, quoi. Ouais, c'est beau. Ils sont assez complémentaires l'un de l'autre, quoi. Mais quand ils se retrouvent à la fin dans le supermarché, ça m'a fait penser à Gabin qui retrouve Bourvil, tu sais, toujours dans les valises. C'est-à-dire qu'il y a cette amitié qui a été brisée, mais qui ne sera jamais brisée. J'aime toujours les scènes de supermarché dans les films. De Big Lebowski à The Long Good Night, c'est un truc... Long Goodbye, pardon. C'est un truc que j'adore. Vous auriez pas vu une fin beaucoup plus sombre? Si, tu as là, raison. je crois qu'on serait flingué. Ils ont eu raison de faire l'épilogue, parce que moi, j'aurais pas revu le film si souvent, je crois. C'est un film que j'aurais vu très souvent. Tu vois, quand il rentre dans cet appartement, imaginez voir Rochefort pendu, de dos, hein, tu vois, que Rivetot le retrouve. Parce qu'on l'a enlevé. Parce que c'est arrivé à beaucoup d'artistes. Hein, ça aurait été trop dur, effectivement. Ouais, mais tu penses pas que le film aurait gagné en émotion?
Encore plus? Une autre émotion, mais une émotion pas très positive, parce qu'en fait, ça te ferme complètement tout espoir sur tout, quoi. Là, ça dit quand même que l'amitié peut quand même te donner un coup de fouet, peut quand même t'aider à survivre. Tu vois, moi, j'aime bien. Je suis pas pour forcément les happy end, mais là, c'était trop sordide ce qu'on a vu avant, tu vois. Je suis d'accord. Ça allait trop loin, quoi. Et tu sais que le film, c'était vraiment un film à petit budget, avait dit Lecomte, et c'était une équipe réduite, ils tournaient à 10, et ils logeaient dans les hôtels où ils tournaient les scènes. Bon, les pauvres. Ouais. Et même Junio et Rochefort ont joué le jeu, ils n'ont pas demandé des hôtels 4-5 étoiles. Et donc, voilà, l'hôtel du Grand Serre, l'hôtel des Trois Frères, l'hôtel de la Gare, ils ont tous vécu là-dedans. Et donc, ça donnait une certaine ambiance dans le film. Et le chien rouge, Jeff, Philippe, c'est quoi le chien rouge? Je sais pas, mais c'est un des slow burn gags là, qu'il y a dans le film, dont mon préféré qui est le vélo. Non mais quoi, t'es dingue, non? Excusez-moi, non parce que... Tu sais, où Junior, il a un fantasme, il se dit pourquoi les mecs sont sur les ponts au-dessus de l'autoroute. Il dit, je suis sûr qu'un jour, il y en a un qui va prendre son vélo et le balancer sur la bagnole. Et Rochefort se fout de sa gueule, quoi, lui disant, mais qu'est-ce que tu racontes et tout. Et à un moment donné, c'est Rochefort qui conduit, Junior dort à côté, et Rochefort pile au milieu de l'autoroute parce qu'il y a un vélo au milieu de l'autoroute. Donc il est consterné, il va prendre le vélo, il le balance sur le bas-côté, il rentre dans la voiture, et Junio se réveille, il fait « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il fait « Rien, rien. » Il lui dit pas. Surréaliste. Ouais. Et maintenant, Jeff nous pose sa question à 1000 francs. Alors, est-ce que vous voulez niveau facile ou difficile? On commence Philippe. par facile? Facile. Difficile. Allez. Réfléchissez bien avant de répondre, monsieur Mortez. Vous n'avez plus le droit à l'erreur. Alors, J'étais aux Dardanelles, moi, j'étais aux Dardanelles. J'ai fait les Dardanelles. Alors, une facile. Allez, j'en pose une facile pour Jean, après une difficile pour Philippe. Merci. Jean, combien de fois Patrice Lecomte a dirigé Jean Rochefort? Et dans quel film? Wow. EPC était fermé de l'intérieur. Tandem. Vous donnez votre langue au chat? Coupera, évidemment, hein, le temps que je... Non, vas-y, Jeff, comme d'habitude, t'as gagné. Philippe, tu as la réponse? Le mari de la coiffeuse? Ah ouais, bravo. Oui. Alors, Marie de la coiffeuse, ça fait 3. Donc, Tandem, Marie de la coiffeuse, VC. Pardon? Il est pas dans Ridicule? 4, ouais. Ouais. Non, je vois pas l'autre. Ah, il y en a plusieurs, il y a 7 films en tout. Ah si, le film avec Johnny, dont j'ai oublié le titre. Ouais, L'homme du train. Ah ouais. 5. Tango. Ah oui, oui. 10. Waouh. Ah, quand même. Ouais, puis il y a un 7e aussi. Les Grands Ducs. Ah oui, c'est vrai. Je savais pas que j'ai oublié que c'était Lecomte qui avait fait ça. Ouais. Bravo. Bon, la question difficile maintenant alors. Ah ouais, putain. Bon, allez, très simple. On va revenir sur le film. Il joue un film au caméo. Lequel? Quand il dit, Madame, est-ce que vous avez un cinéma dans votre bourgade? Moi, je suis nul. Philippe, qu'est-ce qu'il joue ce soir au caméo? Je demandais à la patronne. Madame Tarrère, vous savez ce que c'est comme film au caméo? Docteur Givago. Bravo! 1000 francs pour Monsieur Sedbon, s'il vous plaît. La Weber Fondation. Faites-moi le virement, tout de suite. J'aime bien aussi cette scène où ils sortent des chiottes, il vient lui faire la piqûre dans le cul. Il y a un mec qui est en train de se laver les mains, il voit tous les deux sortir des toilettes, il dit, qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble, tu sais? Je peux vous demander un autographe? Mais certainement. Et il dit, c'est un autographe tout pourri, tout mouillé, amitié amicale. Je vous raconte cette anecdote sur un Marielle qui était très drôle. Avec Jean-Paul et Jean-Pierre, on prenait l'apéro, enfin l'apéro c'était 15h, mais on prenait l'apéro. Et Jean-Pierre, lui, était au Majestic. Nous, on était au Martinez avec Jean-Paul. Et Marielle commençait déjà à être un petit peu fatigué. Et Jean-Pierre se lève et dit, bon les gars, je vais dans ma chambre. Et moi, je sais qu'il est au Majestic, puisque c'est moi qui dois le ramener. Je dis, mais Jean-Pierre, t'es pas dans cet hôtel? Il fait, alors moi, il m'appelait le débutant, Jean-Pierre, c'était mon surnom. Dis-moi, le débutant, je sais encore où j'habite. Et puis il part à la réception du Martinez. Et Jean-Paul me dit, laisse tomber, c'est pas grave. Et il revient une demi-heure après, mais je sais pas ce qu'il a fait pendant une demi-heure, parce qu'il n'est pas dans cet hôtel. Et il revient dans une demi-heure après, il fait, bon ben les gars, je suis pas dans cet hôtel. Ah, c'était tellement drôle. Et oui, ça c'est des comédiens, Marielle, Rochefort, putain, il nous manque ces gars-là, hein. Heureusement qu'il nous reste les films parce que... Je crois que je vous l'avais raconté, il me semble, mais bon,
Je me souviens, moi, d'un soir où mon agent, à l'époque, faisait des soirées de fin d'année, tu sais, tous les ans. Des partous, comme dans Eyes Wide Shut. Non, non, moins Pardon. pire. Pardon. Et, et j'ai vu un soir, réunis, ils étaient en rond, comme ça, il y avait il y avait Belmondo et tous ses potes. Tous. Y compris Kremer, Noiret, je crois, il y avait tout le monde. Riche, machin, enfin, tous ses potes de conservatoire étaient là. C'était assez dément de voir ça, quand même. Hein. Lui, il avait la tête de Cyrano. Ouais. Tu sais, il avait la grosse moustache. La et moustache, le boucle, ouais. Il avait son petit chien posé sur l'avant-bras. Et tu avais tous ses copains. Et c'est lui qui dirigeait la conversation. C'était Belmondo et tout. C'était une image assez inouïe, quoi. Et le cercle, ce qui était très joli, c'est que tu avais plein de monde. Et le cercle était fermé. Tu sais, ils avaient refermé le cercle. Et personne ne pouvait leur parler. Et ils déconnaient entre eux, comme ça, pendant toute la soirée. C'était très beau, quoi. J'ai connu ça à Lyon. L'anecdote est très sympa. Lyon, c'était au restaurant Le Passage. Donc, à table, Brasseur, Rochefort, Jean-Paul, Stévenin, Laurent Gérard, Lautner. Genre, on avait bien levé le coude. Et Marielle devait aller présenter un film, il n'y est pas allé, il n'était pas en état. C'est sa femme Agathe qui est gentiment allée. Et à la table d'à côté, il y avait des Américains. Il y avait Tarantino, Michael Cimino. Et vous voyez ces mecs-là en train de picoler. Et tu as quand même Marielle et Jean-Paul Belmondo qui se lèvent vers la fin du repas. Ils baissent leurs pantalons, ils sont en caleçon et ils chantent la Marseillaise. Là, tu voyais Michael Cimino. Tu voyais Michael Cimino et Tarantino regarder ça. Mais qu'est-ce que c'est que ces mecs? Bien, merci Messi les Buddies pour ce voyage sur les routes de France et de Navarre. On se retrouve dans quelques jours pour un podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez Kinopod, en particulier la chaîne YouTube d'Abracadapod, avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lenoff. Les Marésiennes, Marésiens, portez-vous bien! Et maintenant, voici venu l'heure de dire vos noms et vos phrases signature, la fameuse catchphrase. Jeff Domenech, à vous les studios, à vous Cognac G. Philippe Sedbon, merci de votre attention. Parfait, je fus Jean Weber pour Kinopod, et maintenant... Il mio podcasto, il mio podcasto, il mio podcasto. Une petite pipe, Michel.